Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a donc ouvert une enquête après le naufrage d'une embarcation de fortune hier dans la Manche. Bilan terrible, 12 morts, 2 personnes toujours en urgence absolue. La moitié des victimes sont mineures. L'embarcation de fortune tentait de rejoindre l'Angleterre. À son bord, 70 personnes. 8 gilets de sauvetage seulement. Sur place, le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin a dénoncé le rôle des passeurs, de véritables criminels selon lui. Reportage Lionel Gougelot. 70 personnes sur une embarcation d'à peine 7 mètres. Pour les sauveteurs de la SNSM intervenus sur le naufrage et que préside Gérard Baron, les migrants n'avaient pratiquement aucune chance de s'en sortir. Ces bateaux ne sont pas aptes à traverser la Manche, se plient et se cassent très facilement et il n'y a quasiment jamais plus de la moitié des personnes à bord qui ont des gilets. 12 victimes sorties des eaux froides au large de Griney. C'est le bilan le plus dramatique de cette année 2024. Avec 37 morts, elle est d'ores et déjà la plus meurtrière jamais connue en Manche. Ce qui ne décourage pas les migrants, toujours plus nombreux à vouloir passer en Grande-Bretagne, déplore Olivier Barbarin, le maire du Portel. Mais parfois on peut les comprendre, ils ont traversé des milliers et des milliers de kilomètres, ils voient là sur nos plages les côtes anglaises, mais ils ne s'aperçoivent pas des dangers. Et moi je traite les passeurs de salopards, parce que ce sont des gens aujourd'hui qui ont ni foi ni loi, et qui pour quelques milliers d'euros, aujourd'hui risquent la vie de toutes ces personnes qui veulent rejoindre leur Eldorado. Un drame qui, selon Gérald Darmanin, devrait pousser maintenant la Grande-Bretagne à revoir sa politique migratoire en lien avec l'Union européenne, seul moyen de dissuader les traversées clandestines tout en cassant le business des mafias de passeurs. Un reportage à Boulogne-sur-Mer. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans la région. C'est officiel, Édouard Philippe est candidat à l'élection présidentielle 2027. Entretien en forme de déclaration accordée au Point et mis en ligne hier soir. Les ambitions présidentielles de l'ancien Premier ministre ne faisaient aucun doute. Le moment choisi peut étonner, en pleine crise politique et alors que la France n'a plus de gouvernement depuis 50 jours, Alexis de la Fontaine. Oui, entre 2 consultations avec Emmanuel Macron pour tenter de trouver un nouveau Premier ministre, Édouard Philippe surprend adversaires et partenaires avec cette annonce de candidature. Ce que je vais proposer aux Français sera massif, promet-il. Le maire du Havre souhaite ainsi prendre de court ses concurrents du bloc central comme Gabriel Attal ou François Bayrou, mais aussi s'imposer comme le favori des sondages pour 2027 ou avant en cas de présidentielle anticipée. Nous devions être les premiers à nous lancer, justifie son entourage. Mais avec ce timing, Édouard Philippe prend le risque de faire capoter l'alliance avec les Républicains voulue par le chef de l'État, car le président d'Horizon s'en prend violemment à Laurent Wauquiez. Avec ses petits calculs politiciens, il est aveuglé par le passé et obsédé par le futur. Cette attaque donne le coup d'envoi de la campagne qui s'annonce sans pitié. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. La candidature d'Édouard Philippe accueillie froidement par le camp présidentiel. Pas vraiment opportun, regrette le président du groupe macroniste au Sénat, François Patriat. À gauche, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, moque le sens du timing et des priorités de l'ancien Premier ministre. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de chercher l'homme ou la femme providentielle pour Matignon. On va rester plus que jamais prudent sur les noms. La piste Thierry Baudet serait refermée, au moins provisoirement. 2 candidats ont toujours ou à nouveau les faveurs de l'Élysée, le socialiste Bernard Cazeneuve et le républicain Xavier Bertrand. Toujours la même question pour le chef de l'État qui poursuit ses consultations avec les différents états-majors politiques. Seront-ils ou non censurés? Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Alors, eux deux sont dans l'avion pour Paris. La justice argentine a autorisé les 2 rugbymen français à rentrer en France. Arrivés de leur vol prévu cet après-midi à 17h45, Hugo Oradou et Oscar Gégou restent toutefois mis en examen pour viol aggravé. Les 2 joueurs soumis à quelques règles strictes comme l'obligation de se présenter au consulat d'Argentine en France si l'enquête l'exige. Quoi qu'il en soit, leur retour est un soulagement pour leur avocat. Maître Antoine Veil s'en est expliqué hier avec Pierre de Villeneuve dans Europe 1 Soir. Ils vont pouvoir souffler un peu parce que vous imaginez la pression qui a été la leur. A priori, ils n'ont pas le profil de violeur, si vous voulez. Et en 30 secondes, tout s'inverse. Des gens qui sont hyper sains deviennent presque des alcooliques. Des gens qui sont dans le respect des valeurs du rugby deviennent des gens violents. Des gens qui sont innocents de tout deviennent des présumés violeurs. Et donc, effectivement, pendant les prochains jours, d'abord, ils vont rentrer chez eux, ils vont retrouver leur famille qui n'ont jamais douté un instant de leur culpabilité. Et nous, on a vécu à la fois une enquête qui progressait, et qui objectivement marquait l'absence de culpabilité des joueurs, et en même temps une campagne médiatique qui faisait passer tout un tas de fausses informations. Et aujourd'hui, il y a des juges qui ont libéré ces 2 joueurs,
Et c'est une décision qui est suffisamment rare pour qu'elle soit accueillie avec un certain soulagement. Maître Antoine Veil sur Europe 1 hier soir avec Pierre Devineau. Le Stade Rochelais et la section paloise, club respectif d'Oscar Gégou et Hugo Oradou, saluent leur retour en France, tout comme la Fédération française de rugby, qui voit une nouvelle avancée vers la manifestation de la vérité. Et puis l'EPR, enfin à Flamanville, le réacteur de nouvelle génération a démarré hier avec 12 années de retard. Processus de réaction en chaîne enclenché à 15h54 très précisément. Il faut encore le raccorder au réseau, mais il s'agit là déjà d'un premier succès. Pour EDF, ses ingénieurs, Flamanville et au-delà tout le Cotentin. Le département abrite aussi l'usine de traitement de déchets nucléaires d'Orano. Le nucléaire, une filière porteuse et très rémunératrice. Les salaires pratiqués sont bien plus élevés que la moyenne, c'est-à-dire au-delà des 2500 €. Reportage à La Hague, dans la Manche, Margot Faudéré. Devant nous, on a une des 3 cheminées principales du site de La Hague. Haute d'une centaine de mètres, les cheminées dépassent le grillage qui encercle un site de 300 hectares placé sous haute protection. L'usine de traitement des combustibles nucléaires y cultive son savoir-faire depuis bientôt 50 ans et Orano y emploie aujourd'hui près de 6000 personnes. Des profils hautement qualifiés, explique Jean-Christophe Varin, le directeur adjoint du site. On va retrouver des chimistes, des spécialistes en robotique, en génie chimique, en structure des matériaux. Bruno, lui, a suivi une formation technique en radioprotection à Cherbourg. J'ai passé un premier niveau en radioprotection, ensuite technicien en radioprotection et TSR, technicien supérieur en radioprotection. Et les salaires sont au rendez-vous. Ici, la rémunération atteint en moyenne 40 000 € bruts par an pour un non-cadre. C'est bien plus que la moyenne nationale, souligne David Marguerite, le président de l'agglomération. Nous en avons vraiment besoin de faire venir des gens de l'extérieur. Venez dans le Cotentin, vous aurez l'insertion professionnelle, vous aurez la qualité de vie et vous avez la perspective d'avoir un niveau de vie plus important que la moyenne nationale. Et c'est à quelques kilomètres de là, dans la zone de Flamanville, que les salariés sont les mieux rémunérés sur l'ensemble du territoire, avec un salaire de 3 700 € net par mois en moyenne. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Bon, et en ce début de mois de septembre, premier bilan de la saison touristique estivale et le Sud-Est tire son épingle du jeu. La Côte d'Azur, grande gagnante de l'été, hôtels, campings et restaurants ont fait le plein de touristes. Reportage Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Comme René Colomban, président des plagistes niçois, les professionnels du tourisme sur la Côte d'Azur ont le sourire. On a eu énormément d'étrangers, surtout des Américains, et une belle clientèle qui dépense. Oui, le pouvoir d'achat des Américains est quand même très élevé du fait que le dollar est très haut. Deuxième destination touristique en France cet été, la Côte d'Azur devrait battre des records d'affluence cette année. Christophe Souk, vice-président de l'UMI Nice-Côte d'Azur. Quand un Français va dépenser 10, un touriste étranger va dépenser 20. Et en plus, le touriste étranger va laisser du pourboire. Et notre chiffre d'affaires se base quasiment que là-dessus. Un succès qui s'explique. François de Canson, président du comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a réussi à lisser la saison. On travaille un tourisme à l'année. C'est là où on trouve des marges de manœuvre supplémentaires pour faire progresser le tourisme. C'est parce qu'on est capable de créer de grands événements. On a eu la Coupe du Monde de rugby, 400 millions de retombées économiques. On a eu les Jeux Olympiques, le Tour de France. Donc tout ça fait qu'il y a un engouement pour cette région. C'est 13% du PIB, c'est 21 milliards de chiffre d'affaires. Et l'arrière-saison s'annonce très bonne selon les professionnels du tourisme. Un reportage sur la Côte d'Azur. Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal.